si tu prends les actions disproportionnées qui font que tu vas forcément mettre les inputs, le output va forcément arriver. Je suis conscient que je ne contrôle pas l'outcome, mais je contrôle le input. C'est comme ça que j'ai acheté ce bâtiment-là. Et ça a été vraiment un tournant dans ma carrière. Acheter bâtiment acheté à 750 000, 300 000 de travaux, ça fait 1,50 million. Puis derrière, la valeur est ressortie à 1,9 million. Et donc là, on a ce qu'on appelle le refinancement. Je suis allé rechercher une nouvelle dette à hauteur d'1,2 million. Tu peux expliquer le système de refinancement, en fait, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne concrètement sur ton, les flux financiers sur ton compte en banque? Pour moi, c'est la 8e merveille au monde, après la 7e merveille que sont les intérêts composés. Le refinancement, comment ça marche? Tu achètes un bâtiment à 500 000. Tu mets par exemple 100 000 de mise de fonds, 100 000 d'apport. Donc, tu dois 400 000 à la banque. Ouais. Au bout d'un certain temps, 2 ans, 3 ans, peu importe, supposons que tu ne dois plus que 350 000 par exemple, parce que tu as remboursé le prêt au fur et à mesure. Ben, entre-temps, le bâtiment a pris de la valeur. Et vu qu'il a pris de la valeur, maintenant, supposons qu'il vaut 600 000. Et ce que je dis là, prendre 50% de valeur, c'est ce qui s'est passé sur les 2 dernières années. C'est très commun ici. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, le bâtiment passe de 500 000 à 600 000. Donc, c'est la valeur où tu pourrais potentiellement le revendre sur le marché. Hein? C'est la valeur à laquelle tu pourrais le revendre sur le marché. Donc, tu l'as acheté. La plus-value latente, on va dire. Exactement. Tu l'as acheté à 500 000, tu as mis 100 000 d'apport. Tu as payé au fur et à mesure, au bout d'un certain nombre d'années, tu dois seulement 350. Mais le bâtiment a pris en valeur, il y a eu une appréciation, et maintenant, il vaut 600 000. Sous certaines conditions, la banque sera toujours prête à te prêter jusqu'à hauteur de 80% de la valeur latente du bien. Donc, c'est-à-dire que, en gros, 600 000 moins 120 000. Moins 350 000, quoi. Bah, pas tout à fait. Donc, elle va prendre 600 000 fois 80%, ce qui fait donc 480 000. Et elle va toujours être prête à te faire un prêt jusqu'à hauteur de 480 000. Donc, je suppose que tu es un banquier. Tu étais un banquier d'ailleurs, Pierre. Donc, tu m'as prêté 400 000, je t'ai remboursé au fur et à mesure, je te dois plus que 350 000. Je suis en mesure d'aller voir Anthony et de dire à Anthony, écoute, mon bien a pris de la valeur. Aujourd'hui, il vaut 600 000. Et vu qu'il vaut 600 000, passe-moi 80% de 600 000. Anthony, sous certaines conditions, va me faire un prêt de 80% de 600 000, ce qui fait 480 000. Il va envoyer 480 000 au notaire. Et là, le notaire va dire, ouais, mais attends, Uriel, avant que je te file le 480 000, tu devais un 350 à Pierre. Donc, voici ce qu'on va faire. Je vais rembourser le 350 000 de Pierre, donc je te dois plus rien. Maintenant, je dois 480 000 à Anthony. Mais la différence entre le 480 et le 350, c'est-à-dire 130 000, elle me donne un chèque. Mais après, tu dois quand même rembourser ton crédit sur les... C'est là où je faisais référence sous certaines conditions. La raison pour laquelle Anthony est prêt à me prêter 480 000, c'est parce que le bâtiment génère assez de revenus pour rembourser un prêt de 480 000. Donc, c'est plus réellement moi, c'est le bâtiment. Tu peux obtenir une dette plus importante et tu vas utiliser cet argent pour Exactement. faire une autre acquisition. Donc, je cherchais une dette plus importante et la différence entre la nouvelle dette et l'ancienne dette, c'est un chèque que la banque me remet. Et ce chèque-là, c'est quand même 130 000, Pierre. C'est pour expliquer un petit peu la différence. Je me mets à la place d'une personne qui regarde ça depuis la France. En fait, en France, tu achètes un bâtiment, même si le bâtiment prend de la valeur, la banque va pas te prêter plus d'argent pour ensuite en acheter un deuxième. La banque, ce qu'elle va regarder pour faire un deuxième financement, c'est est-ce que l'appartement, le bien s'autofinance, et ensuite elle va regarder tes revenus à côté. Donc, si tes revenus n'ont pas évolué ou si t'as pas progressé, la banque va accepter de te prêter plus. Ici, ce que tu nous expliques, c'est qu'avec le refinancement, même si ta situation financière, entre guillemets, n'a pas bougé, la banque, elle accepte de te prêter un autre 150 000 ou 180 000 $ pour faire une deuxième acquisition. Donc, c'est comme ça que tu peux enchaîner les opérations parce que tu achètes un bien, tu apportes de la valeur, tu fais quelques rénovations, il y a une plus-value latente. Cette plus-value latente, tu l'utilises pour la mettre dans un apport pour acheter un second bien. Ce second bien, tu apportes une plus-value. Pareil, tu refais une cuisine, une salle de bain, tu crées, voilà, ce qu'on fait habituellement en immobilier. Tu vas racheter ensuite un troisième bien plus gros. Et ce qui est bien, c'est que ce refinancement, tu vas pouvoir l'utiliser comme apport. C'est pas considéré comme si tu avais un crédit, ça rentre pas dans ton taux d'endettement en fait, on va dire. Bah, ça rentre dans le taux d'endettement. En fait, ça rentre dans ton taux d'endettement, mais ça peut être utilisé comme apport. Comme apport. Tu vas l'utiliser comme apport. Tu peux le prendre pour aller en vacances. Tu peux le prendre pour aller acheter un bateau. Tu peux le prendre pour
acheter de l'immobilier, c'est ce que la plupart des gens font, mais tu vois, c'est la différence entre le 350 et le 480, donc le 150 le 130 dont on vient de parler, bah, tu peux le prendre pour aller acheter un autre bien. Et cette opération, tu la répètes à l'infini. Comment devenir libre financièrement? C'est assez simple, c'est que tu achètes un bien qui te permet d'acheter un autre bien, ces 2 premiers biens te permettent d'acheter le troisième, ces 3 te permettent d'acheter le quatrième, et plus tu évolues, et plus ça devient rapide, parce que maintenant, tu as beaucoup plus de monde, beaucoup plus de biens qui servent un peu de soldats et qui te permettent de financer les prochains biens. On trouve des plus-values latentes, ce que vous appelez l'équité, et qui vont te permettre après de lever de la dette pour acheter plus gros. Et qui s'autofinancent, c'est ça qui est aussi beau. Donc, du coup, tu as des bâtiments qui s'autofinancent, qui ne sont plus un effort d'épargne pour toi. Le premier bâtiment qui, en apparence, n'était pas rentable au début, que tu as rentabilisé, tu l'as rendu rentable. Non seulement il est rentable tous les mois, mais il te permet aussi d'aller chercher encore plus d'argent pour acheter encore plus d'immobilier. Donc, fais un peu le calcul. On a mis, en incluant le prix d'achat du bâtiment et les travaux, 1,05 million. Et là, on sort de la banque avec un chèque de 1,2 million. Et on a encore, avec ce 1,2 million, on rembourse tout le monde, on rembourse la première banque. On a encore de l'argent en plus. Donc, je me suis fait payer par la banque pour détenir un bâtiment. C'est pas que j'ai mis de l'argent pour investir, c'est que la banque me paye pour garder le bâtiment. C'est un rendement infini, en fait. C'est ça qui est intéressant parce que du coup, tu peux répéter l'opération. Et ce même bâtiment, tu vois, ça c'était en 2019, ce même bâtiment, là, je suis encore en train de le refinancer. Et là, la dette, je la fais passer de 1,1. Elle était à 1,2, mais elle a baissé à 1,1. Je la fais passer à 1,6 à nouveau. Donc, j'allais rechercher un 400 000 sur un bâtiment qui m'avait déjà entièrement remboursé ce que j'avais mis dedans. C'est légalement de la façon d'imprimer de l'argent en immobilier au Canada. C'est le cas du siècle. Et pour moi, je pense que je parlais avec Jordan, qui est mon caméraman la dernière fois, puis quand je lui ai expliqué ça, il investit en France. Il vient d'arriver au Canada. On a dû se garer tellement il comprenait pas ce que je lui expliquais, en fait. T'es en train de me dire que la banque te paye pour détenir un bâtiment, c'est exactement ça. Oui, ils te donnent de l'argent pour pouvoir après en acheter d'autres. C'est ça. Et une fois que tu as fait ça une fois, tu te rends compte que le deuxième est plus difficile. Donc après ce bâtiment de 9 logements, j'ai acheté un autre 6, un 7, un 11. Ça, c'était un peu tout mon parcours en termes de gros immeubles de rapport. Donc, comme j'ai 6, c'est un immeuble de rapport de 6 logements, un autre de 6, un autre de 11, un autre de 7. Et à chaque fois, j'ai fait la même chose. Donc là, ça devient extrêmement intéressant parce que tous les 3-4 ans, tu peux aller rechercher de l'argent. C'est comme si tu avais ton propre distributeur de billets, en fait. Et après ça, je me suis dit, OK, c'est cool, mais je vais aller encore plus vite. Donc là, j'ai commencé à construire des bâtiments. Je vais aller chercher une formation où est-ce qu'on m'a expliqué un peu comment est-ce que un Vinci ou un Kaufman construisent. Donc, c'est quoi les étapes? Trouver un terrain, derrière, aller voir, monter les plans d'architecte, aller voir la ville, soumettre tout ça au département d'urbanisme, faire approuver les plans. Comment marche le financement aussi sur ces gros bâtiments. Donc, alors une fois, on ne parle pas de toi qui finance le bâtiment, c'est vraiment le bâtiment qui s'autofinance. C'est quoi les calculs qui vont avec? Et donc, ce que j'ai fait après ça, j'ai construit 4 bâtiments. En fait, j'ai fini 3. Là, je suis sur le 4e. 4 bâtiments de 8 logements. Et donc 32. Puis après ça, j'ai acheté un terrain pour construire 315 logements. Donc 2 tours de 10 étages avec 315 logements. Ouais, donc là, c'est parti. Et tu vois, c'est que quand tu fais le jump, c'est toujours le premier qui est un peu difficile, mais après ça devient un peu une deuxième nature, ça devient hyper simple. Encore une fois, puis tu dois le dire sur ta chaîne, je le dis aussi sur ma chaîne YouTube. Ce qu'on explique là, ce n'est pas que c'est facile, c'est simple. Une fois que tu as les bons outils, les bonnes connaissances et les bonnes personnes autour de toi, il y a des étapes à suivre. Est-ce que tu vas avoir des difficultés pendant que tu le fais? Oui, mais c'est là où tu te fais accompagner pour pouvoir passer à travers ces difficultés. Et d'ailleurs, c'est les difficultés qui te permettent de devenir cette personne qui peut avoir ces résultats. Si j'avais pas eu des difficultés avec des locataires sur mon premier immeuble de rapport de 3 logements, je ne serais pas allé chercher un gestionnaire. Je serais pas allé chercher un gestionnaire. Je n'aurais pas acheté mon immeuble de rapport de 9 logements. Je n'aurais pas acheté mon immeuble de rapport de 9 logements. Je n'aurais pas acheté les suivants et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça mon parcours, en quelques heures. Non, mais c'est vraiment intéressant. Donc, toi, vraiment, la difficulté que tu as eue, c'est plus sur la gestion que sur la partie travaux. Bah, ce qui est cool, tu vois. Tu as eu des problèmes aussi au niveau travaux, parce que les rénovations, des fois, je te prends un exemple, mais moi, par exemple, j'ai un chantier qui devait être terminé le mois dernier. Bon, je t'ai montré les photos tout à l'heure. Il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé, ok. Donc, j'ai un gars qui m'explique, t'inquiète pas, la semaine prochaine. Enfin, voilà. Il parle de la semaine prochaine, de l'année prochaine, ouais, je pense. C'est plus ça. Bon, après, on est tous confrontés à ça, parce que c'est vrai qu'on parle là le côté positif. Entre guillemets, t'es arrivé, 391 logements, mais forcément, t'as rencontré des galères. C'était quoi les galères? Donc, les locataires qui
où ça a été compliqué, t'as failli jeter l'éponge. Est-ce que t'as eu d'autres stops Ouais. dans ta carrière qui t'ont fait dire à un moment donné, je vais peut-être arrêter, c'est pas fait pour moi, et comment est-ce que t'as surmonté tout ça? Je pense que c'est les galères qui m'ont permis d'être où je suis, parce que tu vois, la première galère, c'était gérer les locataires qui m'ont donné envie d'arrêter. Mais du coup, à cause de la vue que je voyais à chaque fois que j'allais gérer ces galères, j'ai décidé de continuer et de me trouver un gestionnaire. La seconde galère, ça a été justement le bâtiment de 9 logements, l'immeuble de rapport de 9 logements. On était 3. Mon partenaire Christophe et un autre partenaire qui s'appelle Louis. Puis on n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde. Donc c'est devenu un conflit. On a dû se séparer de lui. Il y a eu des lettres d'avocat. Il y a eu. Quand tu te mets en partenariat, la question ce n'est pas est-ce que tu vas avoir un problème. La question c'est quand tu vas avoir un problème. Tu vas forcément en avoir un. Et c'était assez difficile émotionnellement parce que c'est quand même quelqu'un qu'on avait emporté un peu. On avait une bonne vibe. On s'est mis à 3. Et finalement, ça n'a pas trop marché. Mais ce que ça m'a permis de faire, c'est de consolider mon partenariat avec mon autre partenaire qui était dans cette association, c'est-à-dire Christophe, qui est pas mal celui avec lequel j'investis dans tous mes projets aujourd'hui. Pierre, tu me donnes un marteau, il y a quelqu'un qui va perdre un orteil. Moi, je suis pas du tout travaux, je suis pas du tout rénovation, et Christophe, il adore ça. Donc, c'est là où est-ce qu'on se complète. Quand on a commencé l'immeuble de rapport de 9 logements, on était 3, moi, Christophe et lui devait gérer les rénovations. Il n'a pas vraiment porté sa part des bagages, il n'a pas vraiment fait son travail, et Christophe a dû step in pour faire ça à sa place. Et c'est là que il s'est révélé à nous comme étant un très très bon gestionnaire de travaux. C'est un gars qui est hyper technique, il vient d'une famille belge d'ailleurs où est-ce qu'ils sont tous dans les travaux, ils sont très manuels, mais surtout une bonne compréhension des choses. C'est pas lui qui fait les travaux, mais il est capable d'aller chercher le bon fournisseur qui va faire les travaux au bon prix et de pouvoir vraiment faire un bon suivi. Chose que moi, je fais un peu moins. Moi, je me concentre plus sur lever des fonds, trouver des opportunités et lui les exécute. Et si tu me demandes ce qui a un peu fait m'a vraiment permis aussi d'exploser, c'est quand tu comprends que l'immobilier, quand tu penses à un deal immobilier, il faut que j'aille trouver le financement, il faut que j'aille gérer les travaux, il faut que je trouve l'opportunité. Mais en réalité, c'est des casquettes. C'est 3 casquettes différentes. Il y a la casquette de la personne qui trouve l'opportunité. C'est le deal dont tu as parlé tout à l'heure, c'est pas toi qui l'as trouvé. C'est ton pote qui finalement ne l'a pas eu et t'a fait la passe. Mais comme quoi, ces transactions ont pu avoir lieu sans que tu n'aies à chercher l'opportunité. Ouais. Tu as mis en place des choses pour la recevoir. J'étais en recherche active, mais c'est tombé comme ça. C'est ça. Donc toi, tu as une casquette qui est celui qui ramène l'opportunité. Tu as une deuxième casquette qui est celui qui ramène de l'argent. C'est pas forcément toutes les transactions que tu dois financer toi-même. Ça peut être une transaction où est-ce que tu as des partenaires d'affaires qui ramènent l'argent, ils sont passifs, ils font rien du tout, mais derrière, le deal se fait quand même parce que tu es là pour coordonner l'opportunité et l'argent. Et la troisième casquette dont tu as besoin, c'est la personne qui va exécuter l'opportunité à travers des gestionnaires d'immeubles, à travers des gens qui vont gérer les locataires, à travers des gens qui vont gérer les travaux. Et c'est cette casquette-là que porte Christophe. Une fois que tu es en mesure de séparer ces 3 choses, faire une transaction immobilière devient extrêmement facile parce que tu te concentres sur tu mets la casquette de celui qui va chercher l'opportunité ou tu la mets sur la tête d'autres personnes qui te les amènent. Tu mets la casquette de celui qui va chercher de l'argent ou bien tu rencontres des gens qui, eux, t'amènent de l'argent, donc tu leur donnes la casquette. Tu vas chercher maintenant des contacts qui vont gérer l'opportunité, l'exécuter. Donc, tu es en mesure de pouvoir faire ce qu'on appelle la syndication, de créer les transactions en prenant différents inputs, différentes personnes et il n'y a plus aucune limite à ce que tu es en mesure de faire. Généralement, tes partenaires, tes associés. Alors, j'ai 2 questions. C'est d'une, comment est-ce que tu les trouves? Et de 2, comment est-ce que tu te structures juridiquement avec eux? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez une boîte, plusieurs parts? Comment est-ce que vous fonctionnez? Donc, comment je les trouve? Tu vois, Christophe, je l'ai trouvé plus ou moins dans une formation que j'ai faite. Mon partenaire avec lequel je construis le 315 logements, je l'ai trouvé à travers une formation aussi. Donc, formation, c'est des gens qui suivent des formations sur l'immobilier, sur la promotion immobilière, c'est ça? Exactement. De la même manière, par exemple, supposons que Pierre, tu fais une formation, tu fais un séminaire cette semaine à Budapest sur ceux qui veulent investir à Budapest. Les gens prennent leur ticket, ils viennent. Pendant cet événement-là, je vais aller rencontrer des gens et on va peut-être décider, je vais peut-être rencontrer pendant ton événement une personne qui est artisan à Budapest et qui va devenir mon partenaire d'affaires parce que il va pouvoir faire les rénovations pour les bâtiments que je vais trouver grâce à Serge, qui était aussi à ta formation. C'est vraiment dans ces réseaux-là. Tu veux être autour de gens qui ont le même mindset que toi. Donc, on parle de mastermind, on parle de conférences en ligne, on parle de conférences en personne. C'est souvent là que je trouve des partenaires. Comment je me structure juridiquement? Moi, j'ai
J'investis dans plusieurs villes. J'investis à Sherbrooke, j'investis à Québec, j'investis à Gatineau. Pour chacune des villes dans lesquelles j'investis, en général, j'ai un partenaire. Je suis rarement celui qui gère l'actif. Moi, je gère plutôt le passif. Donc, je gère la dette, je gère les partenaires financiers, donc je gère les gens. Tu vas lever l'argent, tout le côté financier, quoi. Je gère le côté financier, je gère les partenaires d'affaires, ceux qui rapportent l'argent, je gère le financement. Ma force, c'est vraiment dans le financement. Être en mesure de comprendre comment les banques fonctionnent dans le financement. Et aussi, des fois, l'exécution, mais plus au niveau de, par exemple, quand il faut gérer des locataires au début du bâtiment. Donc, c'est comme ça que je trouve des partenaires. Et pour chacune de ces villes, en général, j'ai une entité juridique que je crée avec ces partenaires-là qui sont dans l'entité. Et on définit des rôles et responsabilités. On définit des plannings de rémunération. On définit des stratégies de sortie. C'est comme un mariage. Tu veux pouvoir discuter de divorce quand tout va bien et non quand tout va mal. Donc, quand on se met ensemble, on définit à l'avance, voici ce qui va se passer si jamais on est amené à se séparer. Voici les clauses. Est-ce qu'on va en médiation? Est-ce qu'on va avoir un avocat commun? Est-ce qu'on essaie de faire marcher les choses? Et si on n'arrive pas, comment est-ce qu'on se sépare? Et ça, tu te fais accompagner par une équipe juridique, par des avocats? Ouais, j'ai une équipe d'avocats avec lesquels je fonctionne sur tous mes projets. Et au niveau de la répartition, un petit peu des profits, des parts, comment est-ce que vous en discutez? Parce que quand vous vous associez comme ça, t'as toujours, en fait, il y a toujours une personne qui va peut-être avoir l'impression d'être lésée, de travailler plus que les autres. Parce que quand tu bosses comme ça, tu vois pas forcément ce que fait l'autre personne. Enfin, on va prendre peut-être l'exemple d'un couple, tu vois. Monsieur va pas forcément se rendre compte de tous les efforts que madame fait et madame va peut-être pas se rendre compte de tous les efforts que monsieur fait, tu vois. Parce qu'il y a des choses qui se passent au quotidien. Donc comment est-ce que vous répartissez? Parce que toi, par exemple, tu trouves des financements, etc. Mais ton associé qui est là à gérer le chantier, il va dire, ouais, mais moi, tous les matins, à 6 heures, je suis sur le chantier, pendant que toi, tu es tranquillement au chaud, donc je bosse plus que toi, mais on gagne la même chose, ou tu gagnes plus que moi. Comment est-ce que, justement, vous arrivez à vous accorder sur savoir qui va gagner quoi, comment est-ce que ça se passe? Ça doit être très bien défini dès le départ. Ça doit être extrêmement bien défini dès le départ. Moi, je cherche des opportunités, mais c'est pas un coup de fil. C'est tout un réseau que je mets en place pour être en mesure de recevoir des opportunités. C'est des actions que j'ai prises en te rencontrant. Ce soir, je vais dans un événement où est-ce qu'il y a plusieurs investisseurs immobiliers. C'est du temps que j'investis qui éventuellement va me permettre de trouver une opportunité dans 2-3 mois. Donc, c'est très dur de quantifier le travail de quelqu'un. De la même manière, la personne qui gère les travaux, effectivement, il y va tous les jours, pendant la durée des travaux, puis après, ça se calme. Tu ne peux pas quantifier le travail de quelqu'un. Par contre, ce que tu peux quantifier, c'est l'apport qu'il est supposé amener dans la compagnie. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir, Pierre, si demain on se met ensemble, si tu as mis 40 heures ou 50 heures. Ce que ça m'intéresse de savoir, Pierre, on doit acheter des appartements à Budapest. Tu t'occupes de trouver les opportunités. Je m'occupe de trouver l'argent. Que tu mets 10 heures ou 5 heures, que tu sois je vais pas te punir parce que tu es extrêmement bon à faire ce que tu fais. Si ça te met 5 heures au lieu d'en mettre 40, tant mieux pour toi. C'est 4 fois plus d'opportunités que tu peux m'amener. Donc, je suis jamais en train de regarder ce qui est dans la poche des autres. Je suis plutôt en train de regarder ce qui rentre dans notre poche commune. Et ça fait toute la différence. C'est vraiment le côté, bon, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, si je te pose je sais. C'est pour faire un peu l'avocat du diable, mais c'est la plupart des gens vont se dire, voilà, moi j'ai plus travaillé que toi parce qu'ils sont un peu dans la mentalité du salarié payé à l'heure. Mais en fait, quand tu es entrepreneur, tu n'es pas payé à l'heure, tu es payé à la valeur que tu crées. Donc si moi demain tu me dis, trouve des investisseurs qui veulent investir dans un projet immobilier, admettons que j'ai pas de chaîne YouTube, que je sois une personne lambda qui va à des séminaires, ça va me demander beaucoup d'énergie pour trouver des investisseurs, surtout si je débute et que j'ai jamais investi ou quoi que ce soit parce que je suis pas crédible. Maintenant, j'ai une chaîne YouTube, j'ai des abonnés, j'ai des emails, j'envoie un email à ma liste email et je vais avoir 50-100 gars qui sont prêts pour investir parce que j'ai plein de gens, moi, enfin là pas plus tard que il y a 15 jours, j'étais à un séminaire. J'ai un abonné qui me suivait aussi ici au Canada et qui m'a dit, Pierre, moi ça m'intéresse pas d'investir dans l'immobilier, de gérer des projets. Si tu as des deals, tu me dis, voilà, je mets l'argent et toi tu m'apportes du rendement, etc. Et souvent je suis très sollicité par rapport à ça. Et lui, en fait, il s'en fiche de savoir si ça va me prendre 100 heures, 3 heures. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un rendement et que ça se passe bien pour lui, quoi. On a une connaissance commune, toi et moi, qui a investi dans mes projets. Il a mis, justement, par exemple, sur le bâtiment, l'immeuble de rapport de 11 logements, on l'a acheté à 1 160 000, j'arrondis à peu près 1 200 000. Il a mis 500 000 pour qu'on l'achète. Je suis allé chercher 700 000 auprès d'une banque, ce qui vient le 1.2.
En plus de ça, je suis allé chercher 600 000 à travers différentes stratégies qui ne sont pas venues de sa poche, mais d'ailleurs pour financer les travaux. Et après ça, le bâtiment, il valait 2,4 millions. Donc, on allait chercher une dette de 2,1 millions à la banque. Dans le 2,1 millions, on a remboursé le 600 000. Donc, il reste 1,5 million. On a remboursé le 700 000 qu'il avait mis, que la banque avait mis initialement. On lui a remboursé son 500 000. Et aujourd'hui, il est propriétaire d'un bâtiment où est-ce qu'il a mis 500 000, mais il a récupéré 500 000. Il connaît même pas l'adresse du bâtiment. Il serait pas capable d'aller retrouver le bâtiment. Mais c'est parce que derrière, j'ai un track record, j'ai un historique de transactions extrêmement bien réussi que j'ai pu lui montrer. Il a eu confiance, il a embarqué. Il m'a fait un chèque de 500 000, il a récupéré 500 000 et il détient un pourcentage d'un bâtiment qui en vaut 2,4. Il n'est pas là à compter le nombre d'heures que j'ai mises dans le projet. Je suis pas là à compter le nombre d'heures qu'il a mis pour pouvoir lever ces fonds-là. Qu'on fait un partenariat, est-ce que quelqu'un amène plus que l'autre? Bien sûr, c'est comme dans un couple. C'est très dur de quantifier l'effort de ta femme, c'est très dur ça va aussi être très dur pour elle de quantifier tes efforts, mais la finalité, c'est, voici ce qu'on a comme objectif. Est-ce que chacun est en mesure d'apporter ce qu'il a amené pour qu'on l'atteigne? Et ce qui est hyper important à nouveau, c'est de bien le définir dès le départ. Si c'est défini, c'est documenté, c'est écrit, il n'y a pas de problème. Donc, la stratégie, donc, moi, de ce que j'ai compris, pour avoir rencontré beaucoup d'investisseurs immobiliers au Canada, c'est que vous n'êtes pas dans une stratégie de cash flow positif. Vous êtes plutôt dans une stratégie d'équité. Donc, en gros, je vais essayer de traduire, vous n'êtes pas dans une stratégie de cash flow, vous êtes dans une stratégie de plus-value latente et vous utilisez cette plus-value latente pour faire un maximum d'acquisitions. Donc, le but, c'est de vous construire le plus gros parc immobilier possible. Tu me disais même hors caméra que avoir du cash flow négatif pour toi c'était pas un problème et que même si tu avais des taux d'intérêt qui sont quand même extrêmement élevés, et beaucoup de gens en fait si tu veux vont bloquer aujourd'hui, vont se dire j'ai un cash flow négatif, les taux d'intérêt sont extrêmement élevés donc je ne suis pas rentable là tout de suite maintenant, donc du coup j'attends pour investir dans l'immobilier. Ça m'irrite quand j'entends ce mot attendre. Donc quelle est ta vision par rapport à ça? Okay. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes? Et voilà. Et comment est-ce que toi, tu vois les choses? Est-ce que tu les as à court terme, à court terme, moyen terme, long terme? On va regarder il y a plusieurs questions dans ta question. On va prendre la première qui est cette notion du cash flow. Il y a 4 façons de faire de l'argent en immobilier. C'est la plus connue pour la plupart des gens, surtout quand ils débutent, c'est le cash flow, le cash flow, le cash flow. La résidence principale, peut-être. Le plus connu, je dirais, c'est plus ça. La résidence principale, tu vis, tu C'est ça. Bon. Après ça, on va acheter une de rapport, on va faire du cash flow. Ça, c'est un peu la première façon de faire de l'argent. La deuxième façon de faire de l'argent, c'est que tous les mois, quand tu rembourses ton prêt à la banque, il y a une partie qu'on appelle du capital, que tu rembourses le montant que tu dois à la banque. Donc, c'est une dette qui diminue. Donc, ultimement, c'est de l'argent que tu fais. Tu peux pas aller faire tes courses à Carrefour avec cet argent-là, mais c'est de l'argent que tu es en train de faire de façon... C'est du capital restant dur. Exactement. La troisième façon, celle-ci est un peu plus difficile à chiffrer, mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle la dépréciation. Tu peux aller chercher beaucoup d'avantages fiscaux quand tu détiens un bâtiment, surtout quand tu es quelqu'un qui est en business, qui fait des gros revenus. Tu peux venir offset, tu peux venir nettoyer, supprimer des profits grâce à l'immobilier pour ne pas payer beaucoup d'impôts. Ce qu'on appelle chez nous l'amortissement comptable. Exactement. Et la quatrième façon, qui d'après moi est la plus intéressante, puis là je les ai cités par ordre d'importance croissant, qui est la prise de valeur, l'appréciation, le fait que le bâtiment gagne en valeur. Et je me mets plus précis, ce qui est bon pour nous en immobilier, ce que je regarde beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'équité. J'achète un bâtiment, je l'achète à ce prix-là, voici ce que je dois initialement. Ce que je dois initialement baisse au fil du temps, mais le bâtiment prend de la valeur. Ce delta, cette différence, c'est ça que je vais aller chercher pour aller acheter autre chose. Mais tu pourrais revendre. Parce que là, tu sors. Mais si tu revends, je pourrais revendre. Le problème, c'est que si tu revends, tu vas être imposé, sauf si c'est ta résidence principale, alors que quand tu refinances, il y a 0 imposition. Mais même si tu revendrais, tu serais quand même gagnant. Oui, tu serais gagnant. Impôts, mais les impôts t'en prendraient une grosse partie. On va prendre l'exemple de tout à l'heure, où est-ce que finalement, on a baissé la dette jusqu'à 350, le bien en vaut 600, tu vendrais à ce moment-là, tu sortirais de là avec un 250 000. Le 250 000, ça inclut le 100 000 que tu avais mis initialement et un 150 000 de plus-value sur lequel tu vas être taxé. D'accord? La beauté du refinancement, c'est qu'au lieu d'aller chercher un 250 000, on va aller chercher un 130 000 qui est libre d'impôt. Il y a 0 imposition sur de la dette. C'est de la dette que tu vas chercher. Et en plus, je garde la possession de l'actif qui continue à me générer de l'argent pour que dans 5 ans ou pour que dans 6 ans, j'aille rechercher à nouveau un 130 000. Aucun intérêt de revendre. Aucun intérêt de revendre. C'est de l'intérêt à l'infini. Ouais. Mais tu vois, cette différence qu'on appelle l'équité,
Pour moi, c'est ce que j'enseigne à mes clients. C'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce qu'un 200 ou 300 dollars de cash flow ne va rien changer à ta vie. Aller chercher un 200 ou 300 dollars, c'est bien, ça va te payer un bon restaurant une fois par mois, mais ça ne va pas avoir un impact significatif sur ta vie. Alors qu'aller chercher ce 130 000 pour aller acheter un deuxième bien qui va te permettre d'acheter un troisième, un quatrième, un cinquième, quand tu vas être rendu à 5 biens qui vont te sortir chacun 200 dollars tous les mois, là, on parle de quelque chose de plus conséquent. L'idée, c'est de dire qu'il faut retarder la gratification pour avoir une meilleure gratification plus tard. Je ne veux pas avoir du cash flow aujourd'hui. Moi, ma stratégie, c'est même d'acheter des bâtiments qui sont cash flow négatifs parce que personne ne veut les acheter. Je sais comment les rendre cash flow positifs. Même une fois qu'ils sont cash flow positifs, ma priorité, c'est d'augmenter au maximum ma dette pour venir tuer ce cash flow à nouveau. Je ne veux pas de cash flow. Je veux que tous mes bâtiments soient à cash flow zéro. Ça peut être un soundbite ce que je viens de dire là. Je ne veux pas de cash flow. Je veux que tous mes cash flows soient à zéro parce qu'une fois qu'ils sont à zéro, c'est que j'ai sorti assez d'argent pour aller acheter le deuxième, le troisième, le quatrième. Mais parce que je suis dans une phase de croissance. J'aurai 60 ans, je voudrais chiller, me reposer. Peut-être que je ne ferai pas cette approche et je prioriserai le cash flow. Mais tu peux pas avoir les deux. Si tu veux aller chercher un maximum d'équité, tu fais une croix sur ton cash flow. Si tu veux un maximum de cash flow, tu fais une croix sur ton équité. L'équité, c'est elle qui te permet de grandir. Le cash flow te permet de survivre. Il faut penser à des entreprises, je dirais un petit peu comme Amazon. Amazon, je pense pendant des années, en fait, ils n'ont pas gagné d'argent. Je crois qu'ils en perdaient. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, ils ont pris tellement de parts de marché qu'ils sont incontournables. Et toi, au final, c'est un petit peu ce que tu es en train de faire. Enfin, je sais pas si tu peux nous partager ton objectif, mais tu as acheté 391 logements. Donc, ton but, c'est d'en avoir un max. Et après, à ce stade, c'est devenu un peu comme un jeu. Je t'emprunte l'expression, c'est devenu un jeu vidéo. C'est de voir jusqu'où on peut aller. Tout en faisant du cash, tout en aidant les gens autour de nous, puis tout en ayant aussi beaucoup de plaisir. Pour moi, structurer une transaction aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Ça veut dire quoi? Structurer une transaction, c'est un de mes limeurs me ramène quelque chose, une opportunité, un terrain à démolir pour construire, une maison à subdiviser, une opportunité. Aller chercher les fonds qui vont permettre de l'exécuter, aller chercher l'équipe qui va permettre de l'exécuter, mettre le tout ensemble et chapeauter tout ça. C'est devenu un peu quelque chose. C'est plus une partie de plaisir qu'un travail. Et donc oui, il n'y a aucune limite à ce que tu peux faire. Aucune. Et au niveau des taux d'intérêt, parce qu'on est dans un marché où les taux d'intérêt ont augmenté, suite à l'inflation, les banques centrales qui augmentent leurs taux d'intérêt, ça impacte le taux du crédit. Du coup, les gens peuvent, quand les taux d'intérêt augmentent, mécaniquement, les gens peuvent emprunter moins, parce que mensualité égale, tu peux emprunter moins d'argent. Donc, ça freine un petit peu le marché de l'immobilier. On a certaines villes qui ont corrigé, par exemple en France, et ça peut mettre aussi une pause, c'est-à-dire que le marché de l'immobilier qui montait peut être en pause, voire baisser un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que, justement, il faut attendre que l'immobilier baisse? Est-ce que le fait d'avoir un taux d'intérêt élevé, c'est un problème et tu es bloqué avec? Enfin, quel est ton avis par rapport à ça? On a deux choix dans la vie. Soit on achète et on attend, soit on attend et on a pour acheter. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut acheter et attendre. Puis, mettre précis, il faut acheter, attendre, acheter, attendre, acheter, attendre. Donc, continuellement acheter. Parce que tu vois, moi, c'est une bonne chose que les taux ont augmenté. Je suis très content que les taux ont augmenté. J'ai un paiement sur une de mes propriétés qui est passé de 1000 si je suis en variable. Donc, un taux variable, ça veut dire que tout le temps, le taux, quand la banque centrale augmente le taux de ton hypothèque, de ton crédit augmente aussi. Et donc, tes paiements augmentent. J'ai une hypothèque qui est passée de 1600 à 2600. Est-ce que je dors moins bien la nuit? Pas du tout. Est-ce que ça me coûte plus cher? Oui. Mais la beauté, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes à cause de ça qui ne veulent plus acheter. Ça veut dire qu'on a beaucoup moins d'acheteurs dans le marché. On a beaucoup moins de compétition. J'ai récemment un client à moi. En fait, on passe au notaire demain. C'est le bienvenu d'ailleurs. On passe au notaire demain. Le bien était listé à 750 000. Là, on l'achète à 555 000. Un immeuble de rapport de 3 logements dans Hochelaga, qui est un quartier en pleine gentrification. J'ai un client à moi qui a acheté un immeuble de rapport à Longueuil à 595 000, alors il était listé à 640 000. Et il y a 2 ans, j'ai un autre client qui a acheté à quelques rues de là à 721 000. Aujourd'hui, les vendeurs qui mettent leurs biens sur le marché n'ont plus le gros bout du bâton. Ils n'ont plus beaucoup de choix, ils n'ont plus beaucoup d'acheteurs potentiels. Et donc, le peu de gens qui sont acheteurs, qui sont des bons acheteurs, parce que nous, dans mes programmes, on t'aide à être un bon acheteur, aller chercher la mise de fonds, aller chercher ce qu'on appelle la préqualification. Ici, tu dois passer par la banque avant d'aller sur le terrain, versus en France où tu passes sur le terrain avant d'aller voir la banque. Après, c'est plus vraiment d'avoir une préapprobation, mais ok, parfait. Du coup, moi, je le fais prendre une préapprobation, donc ils arrivent au moment en disant, regarde, oui, je te fais une offre à 100 000 en dessous du prix,
Mais ce que tu vois là, c'est un tien. C'est pas deux, tu l'auras. Et donc, ça permet de négocier les prix à la baisse. Et la réalité, c'est qu'une fois que tu as sécurisé le bien, les taux vont forcément redescendre un jour. Et quand ils vont redescendre, celui qui est propriétaire du bien, il est en contrôle, il va aller chercher un nouveau financement à un meilleur taux. Celui qui n'a pas acheté, par contre, et qui attend que les taux baissent, qu'est-ce qui va se passer quand les taux vont baisser? Tous ceux qui sont sur la touche vont se ruer à nouveau sur le marché. Et là, les prix vont repartir à la hausse. Donc oui, tu pourras emprunter plus. Oui, tu auras un meilleur taux, mais tu vas devoir payer le bien beaucoup plus cher parce que maintenant, il y a beaucoup plus de demandes. Il y a 2 ans, quand on était en plein pic du Covid, il y avait ce qu'on appelle des surenchères. J'ai vendu la maison d'un ami à moi, elle valait 600 000. J'ai fait exprès de la lister à 550 000. J'ai créé une méchante surenchère, on l'a vendue à 650 000. On l'a vendu 100 000 au-dessus du prix acheté, du prix demandé. J'avais carrément des parents qui venaient avec leurs enfants en me disant, s'il vous plaît, parce que je suis aussi courtier immobilier, j'ai ma licence de courtier immobilier. Et ils me disaient, s'il vous plaît, pouvez-vous accepter notre offre, s'il vous plaît. C'est vraiment des acheteurs qui limite suppliaient le vendeur, en l'occurrence moi, de leur vendre le bien. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est les vendeurs qui supplient les acheteurs d'acheter. Qu'est-ce que tu préfères? Être dans un marché où est-ce qu'en tant qu'acheteur, tu peux imposer ta volonté et aller en conquérant? Ou être dans un marché où est-ce que quand les taux sont bas, il y a plein d'acheteurs qui sont en compétition avec toi et tu es dans un marché où est-ce que finalement tu es en mode conquis? En fait, c'est d'être un petit peu contrariant et faire l'inverse de ce que la plupart des gens font. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui attendent, ils vont dire oui, les taux d'intérêt sont trop élevés, le marché de l'immobilier va baisser, etc. Alors qu'en réalité, tu te rends compte que pas tant que ça. Les gens s'attendent à des moins 40%, moins 50%. Je pense qu'il faut pas rêver. Mais c'est vrai que si tu as une grosse marge de négociation, et certains vont dire oui, les prix corrigent pas trop, etc. Mais en fait, il y a les prix qui sont affichés, mais il y a les prix que vous pouvez négocier. Donc, moi, j'ai une stratégie, en fait, qui consiste à faire vraiment beaucoup d'offres à des prix qui sont en dessous du prix du marché pour justement pouvoir sélectionner les vendeurs qui sont motivés. Donc, je pars du principe que si tu fais des offres et que tes offres elles sont systématiquement acceptées, c'est que tu fais pas ton travail d'investisseur. Il faut faire beaucoup d'offres et avoir beaucoup de non. Et tu t'en fous si tu as 10 refus, 15 refus. Et c'est ce que j'ai dit dernièrement à mon frère qui est en train d'acheter donc un bien immobilier. Il me dit oui, mais tu sais, en ce moment, les gens sont pas prêts à négocier le prix d'achat, tu vois. Donc lui, il achète dans le secteur de Montpellier. Et j'ai dit, mais te fie pas déjà à ce qui est marqué sur les petites annonces, les prix affichés. Le prix affiché, c'est pas ce que tu dois payer. Et j'ai dit, va visiter tes biens. Tu fais une vingtaine d'offres à des prix très en dessous de ce qui est affiché. Tu vas avoir beaucoup de gens qui vont te rigoler au nez. Et au final, même si tu en as qu'un qui accepte, au moins tu feras une très très bonne affaire. Et voilà, si tu n'achètes pas maintenant, c'est pas grave, tu iras visiter 20 autres biens, tu feras des offres jusqu'à ce que tu en aies un qui te dise oui. Et il me dit non, mais ça marche pas, en ce moment c'est pas possible, tu comprends, le marché c'est pas comme ça. Je fais écoute, teste, ça t'engage en rien, tu verras bien. Et donc il a été visiter un bien qui était listé à 165 000 euros et il a fait une offre à 145 000. Et le vendeur a contre-proposé à 152 000. Et pourquoi est-ce qu'il a contre-proposé à 152 000? Tout simplement parce que c'est une succession. Il y avait un petit papy, une petite mamie qui vivait là-bas, donc ils sont décédés. Les personnes qui héritent sont en Suisse, ils ont délégué ça donc à une agence et ils vont se partager ça en deux. En plus, ils vont avoir des frais de succession qui vont être élevés et ils ont besoin de payer ces frais de succession, donc ils veulent que la transaction immobilière se fasse le plus rapidement possible. Tu veux vendre vite, tu baisses ton prix. Si tu veux ne pas vendre vite, que tu as le temps, bah, tu mets ton bien, tu peux attendre 1 an, 2 ans. Eux, ils veulent vendre rapidement, donc ils sont prêts à négocier. Finalement, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ferme quand ils ont proposé à 52 000? Est-ce que je reste ferme à 145 000, etc. Finalement, ils ont trouvé un terrain d'entente et 148 000, il l'a tapé. Donc, il est passé d'un bien qui était listé à 165 000 à 148 000. Et finalement, combien de temps est-ce qu'il a bossé pour quasiment négocier 20 000, enfin 17 000? Ça lui a pris 3 jours. Et je veux dire, c'est quand la dernière fois que tu as gagné 17 000 balles en 3 jours, quoi. Donc, pour échanger quelques emails. Finalement, il a échangé, 2 emails. Donc, c'est-à-dire que chaque email est quasiment payé. Tu vois, quand il 6 000 euros l'email. 8 500 euros l'email. Tu vois, quand tu réfléchis. Un peu de culot, quoi. Le prix qui est affiché n'est pas le prix auquel ça va se vendre. Le prix qui est affiché est juste l'émotion qu'a ressenti le vendeur à ce moment-là quand il parlait à son courtier immobilier en disant j'estime que ça vaut tant. Et la plupart des courtiers immobiliers, surtout aussi au Québec,
Ils ont tellement de mal à trouver des clients que quand un client leur dit ça vaut 500 000, mais je le vends à 600 000, ils disent oui, ils le listent à 600 000 et ils savent très bien qu'au bout de 3 mois ou 6 mois de non-vente, ils vont le baisser de 100 000. J'ai une propriété de triplex à Longueuil, à Saint-Hubert, qui était affichée à 750 000 et à 700 000. Aujourd'hui, j'ai fait 2 offres dessus à 620 000, à 600 000, 609 000 et 620 000. La courtière a contre-proposé les deux à 620 et j'ai refusé de les acheter. Elle m'appelle tous les 3 jours en disant est-ce que je veux l'acheter? C'est pas pour moi, c'est pour un client à moi. La réalité, c'est que le prix affiché n'a rien à voir avec la valeur du bien. Un bien se vend toujours au prix du marché. Le prix du marché peut des fois être au-dessus. En fourchette basse. C'est ça, ça peut se vendre il y a un prix que le marché reconnaît à ton bien, c'est le prix auquel il va se vendre. Soit ça va être au-dessus parce qu'il y a plein de gens qui veulent l'acheter, donc ça vaut plus. Soit c'est en dessous parce qu'il y a personne qui veut l'acheter, donc ça vaut moins. Dans les deux cas, tu fais une bonne affaire. Parce qu'encore une fois, on regarde beaucoup ça sur le court terme. Mais quand tu regardes ça sur le long terme, tu te rends compte que je connais aucun autre investissement qui te ramène les rendements qu'on a en immobilier. Sur les 20 dernières années, donc les 23 dernières années, depuis 2020, l'immobilier au Canada le Canada est le pays dans lequel l'immobilier a pris le plus de valeur. Une augmentation de 168%. Une maison que tu aurais achetée à un demi-million dans les années 2000, aujourd'hui vaudrait 1 340 000. Elle serait pratiquement entièrement payée. Elle serait libre de dette si tu ne l'as pas refinancée. Erreur. Mais supposons que tu ne l'aies pas refinancée, tu serais littéralement millionnaire avec une propriété. Et ce que j'aime beaucoup dans l'immobilier canadien, c'est qu'on est dans un pays où est-ce que on a la taille du Canada, c'est à peu près 20 fois la taille de la France. Pour une population, on a une population de 40 millions. La population de la France est de 80 millions. On a 9000, on a à peu près, je regardais les chiffres de la dernière fois, c'était à peu près 9 millions, pratiquement 10 millions de kilomètres carrés. La France, c'est un 500 000 kilomètres carrés. On est 20 fois plus grand que la France, mais la France a 4 fois plus de population que le Canada. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est un pays qui a de la place pour de la croissance. Aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite par la Société d'hypothèque du logement au Canada qui estime qu'il nous manque 3,5 millions de logements à construire au Canada. Je te garantis que je vais en construire une bonne partie. C'est là où est-ce qu'on est aujourd'hui. Une immigration qui est forte, qui n'arrête pas d'augmenter. On fait venir un demi-million d'immigrants par an. On manque déjà de logements avec ce qu'on a comme logement existant. On en construit beaucoup moins parce que quand les taux sont élevés, les constructeurs comme moi, on a plutôt tendance à ralentir un peu les projets. Donc, on a déjà pas assez de logements. On n'en construit pas assez de nouveaux et la demande augmente parce qu'on fait venir des immigrants. Donc, c'est le cocktail parfait pour avoir une demande qui est très forte, une offre qui est faible. Qu'est-ce que ça fait? Ça pousse les prix vers le marché. Ouais, et puis toi, t'es prêt à encaisser, à faire le dos rond pendant 2-3 ans avec des taux élevés. Et quand ça se débouclera, en plus, ce qui se passe en ce moment, c'est que pour l'instant, les étrangers peuvent pas se positionner sur les petits mails, peuvent se positionner sur des biens, je crois, au minimum 5 portes. 5 et plus. 5 et plus. Donc, quand cette levée va être levée, cette interdiction va être levée, tu vas avoir des nouveaux investisseurs qui vont arriver sur le marché. Ce qui va se passer, c'est si les taux baissent, le prix va augmenter et puis tu as quand même toujours une forte demande. C'est une question de vision. Est-ce que tu veux acheter aujourd'hui quand les conditions sont favorables aux acheteurs, sécuriser le bien et tu pourras toujours retravailler sur ton taux plus tard. Donc, ouais, est-ce que tu as le contrôle? C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez un taux à 4-5% que vous pourrez pas ensuite renégocier ce taux à la baisse. On allait voir votre banque. Je le sais, je l'ai fait en 2016. J'étais en banque, j'ai renégocié plein de taux. Des gens qui avaient acheté des taux à 4%, qui renégociaient à l'époque à 2%. Voilà, le taux, vous n'êtes pas marié toute votre vie avec. Hein. Alors que la personne qui n'a pas acheté n'a rien à renégocier. Au contraire, elle va négocier le prix d'achat du bien, mais à la hausse. Donc, c'est une question de choix. Donc, quand les gens me disent est-ce qu'il faut attendre, certainement pas. Il faut acheter intelligemment, il faut acheter bien, il faut comprendre le marché, négocier, comme tu l'as dit. Le but, c'est pas d'avoir toutes les offres acceptées, au contraire. C'est comme mes logements, quand je les mets à louer, je dis souvent à mes gestionnaires d'immeubles, si tu mets mes logements à louer, que tu l'affiches sur Internet et que tu te fais pas insulter, c'est que tu l'as pas mis assez haut. C'est la même chose. Si tu te fais pas insulter par des vendeurs, ça veut dire que les offres que tu fais sont trop élevées. Donc, c'est vraiment être constamment dans la négociation, aller chercher les bonnes opportunités, sécuriser le bien aujourd'hui, parce qu'une fois que tu l'as sécurisé, il est à toi. Tu pourras toujours y négocier le taux. Alors que celui qui ne l'a pas sécurisé, il va galérer parce que dans 6 mois, 12 mois, quand les taux vont baisser, ça va être très dur d'acheter pour eux. Bon, si vous êtes déjà arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, je vous invite à mettre un like, déjà pour apprécier, parce que je pense que au-delà du nombre d'appartements que tu as acheté, je pense que c'est extrêmement intéressant de rentrer dans la tête d'un investisseur qui a quand même acheté 391 appartements, de voir comment tu penses, quelle est ta logique, comment tu t'associes, comment est-ce que tu gères toutes tes difficultés, etc. Ta vision aussi,
qui peut être un petit peu contre-intuitif pour certaines personnes. Si vous avez des questions à poser à Uriel, posez-lui dans les commentaires. Je pense que il y en aura forcément. Parce que aujourd'hui, tu as 391, mais je sais que si on retourne une interview dans un an, voilà, le nombre aura quasiment doublé, quoi. Et puis, je te dirais, la clé, c'est d'être en mesure de pouvoir comprendre que c'est juste des chiffres et des casquettes. Parce que les opportunités, il y en a partout. Surtout aujourd'hui où est-ce que les gens hésitent à acheter. Pour moi, c'est une bénédiction parce que j'ai de plus en plus d'opportunités. Il y a des opportunités qui ne seraient pas sorties de certains cercles très privés qui vont m'arriver aujourd'hui parce que j'ai accès à des capitaux. Donc, j'ai la casquette, je suis un peu connu dans le milieu comme étant, je peux trouver de l'argent pour financer le projet. Donc, on m'amène des opportunités. À travers ma chaîne YouTube, à travers ce genre de contenu, j'ai accès à une pléthore de personnes sur Internet qui vont me contacter en disant, Uriel, j'ai regardé ta vidéo, j'aime ta vibe, je veux investir, comment on fait? J'ai toute une équipe qui est là pour mettre en place la partie légale aussi, on fait ça proprement. Donc, vu que je suis en mesure d'attirer de l'argent, d'attirer des opportunités, et j'ai déjà le réseau pour les exécuter, pour moi, en fait, structurer une transaction, c'est hyper simple. Et c'est quand tu es en mesure de comprendre que ces trois éléments-là, ça peut venir de partout, ce qui bloque les gens, c'est de se dire, ah, mais comment j'ai trouvé l'opportunité? Ah, mais comment j'ai trouvé l'argent? Ah, mais comment j'ai trouvé les contacts? Et d'ailleurs, je pense que tu m'as montré tout à l'heure un peu ta page de formation où est-ce que c'était écrit comment trouver un billet rentable, comment trouver une opportunité, comment trouver le financement. Bah, c'est les problèmes que les gens ont et puis ils s'arrêtent à la problématique sans aller voir la solution. Une fois que tu es en mesure de trouver une solution à un financement une fois, tu as la clé pour le financement. Une fois que tu as trouvé une solution pour trouver des opportunités, tu as la clé pour les opportunités. Une fois que tu as trouvé une équipe pour gérer tes biens et les contacts pour exécuter les travaux, tu as la clé. Puis ultimement, ce que je fais, je suis un peu comme passe-partout. Je prends les clés et j'ouvre les portes. Et c'est tout ce que, concrètement, c'est ça l'immobilier. C'est ouvrir les portes. Bon, excellent. Ça sera la conclusion de cette interview. Donc, ouvrez des portes. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le marché de l'immobilier, commencez à vous former. Par exemple, si vous êtes en France, je vous mettrai également aussi un lien juste en dessous. Il s'agit d'une heure de formation offerte où je vous montre comment démarrer dans l'immobilier. Donc, comment justement on fait pour trouver une bonne affaire, obtenir le financement, les stratégies les plus rentables et comment est-ce qu'on fait pour optimiser sa fiscalité. Donc, tout ça est juste en dessous dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.